et j'allais enchaîner. Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus. Nous allons aujourd'hui essayer de comprendre ce qui s'est passé dans une affaire complètement folle, l'affaire Eliane Kabyl. Comment un cadavre peut-il échapper à tout le monde sans aucune trace? Thierry Kabyl, bonjour. Bonjour, je vous remets. Comment vas-tu? Ça va. Peux-tu nous expliquer un peu, en tout cas, le cheminement de cette affaire complètement folle? Donc, je vais commencer déjà par son entrée à l'hôpital. Ce qui s'était passé, donc, notre maman avait une douleur au mollet droit. Et elle est donc rentrée à l'hôpital de Gonesse. Je vais te demander de te parler un tout petit peu plus fort pour qu'on puisse t'entendre. S'il te plaît, Thierry. Elle est rentrée donc à l'hôpital de Gonesse le 22/12/2000 pour une douleur au mollet droit. Elle est ressortie donc le 30/12/2000 avec la même douleur et n'avait reçu aucun soin de l'hôpital. Elle est à nouveau rentrée donc à l'hôpital par son médecin traitant, le Dr Schmann. Et ce qui nous avait surpris donc à cette époque, c'est qu'elle était venue le voir le vendredi. Et c'est sa sœur qui inquiète parce qu'elle a toujours mal au mollet alors qu'elle était à l'hôpital pendant pratiquement une semaine. Elle a reçu énormément de soins, de piqûres, de prises de sang. Et elle ressort avec la même douleur, sans même qu'on lui dise pourquoi, les motifs, quelle maladie ou ce qui faisait en tout cas cette douleur au mollet. Et donc elle est rentrée une semaine à l'hôpital avec une douleur au mollet. Oui. Elle est ressortie avec toujours la même douleur. Avec la même douleur. Et elle est rentrée ensuite combien de temps après? Combien de temps après, elle retourne à nouveau à l'hôpital le 27/01/2001 à l'hôpital. Toujours pour le même souci. Pour le même souci. Ce qui est étonnant, c'est que le vendredi, elle avait rendez-vous avec son médecin, et ce médecin traitant qui avait pris une chambre en urgence à l'hôpital de Gonesse pour elle, ne lui dit rien ce jour-là. Pourtant, c'est le lendemain qu'elle doit rentrer en urgence. Et c'est quand ma tante Lucienne, sa sœur, l'appelle pour savoir ce qui se passe, il dit à ma tante, ben, vous tombez bien, je suis content de vous avoir au téléphone, car votre sœur doit rentrer en urgence à l'hôpital. Alors que Eliane avait consulté le médecin la veille et ne lui a pas dit qu'elle rentrait le lendemain. Voilà. Donc ça, c'est une question qui nous a étonnés par la suite. Et surtout, il ne l'a jamais appelé pour lui dire qu'elle allait rentrer. C'est parce que c'est mon frère Laurent qui fait la démarche auprès de l'hôpital en appelant. Et là, on lui dit effectivement, c'est vrai, votre maman doit rentrer en urgence. Sauf que ma maman ne croyait pas sa sœur et elle est partie se promener. Donc nous, on était très inquiets parce que comme elle avait une douleur au mollet, on pensait que c'était une phlébite et qu'un caillot de sang peut remonter et puis aller directement au cœur et donc ça aurait pu être fatal. Donc à ce moment-là, on est tous alarmés, on essaye de joindre notre maman à travers le portable de ma petite sœur parce qu'ils étaient partis en course. Et quand on arrive à les joindre, ma petite sœur emmène donc notre maman à l'hôpital. Et là, surprise, quand elle arrive, il y a deux versions qui l'attendent. La première, aux admissions, c'est qu'elle rentre effectivement pour une douleur au mollet. Et donc, il parlait donc d'une éventuelle phlébite. Et quand elle va aux urgences, puisque vu l'heure, il fallait repasser par les urgences, là, on l'attend pour une anémie réfractaire, simple. Et qu'on avait détecté la première fois quand elle était rentrée à l'hôpital ou seulement... Ils en parlaient. Ils en parlaient, mais il y a deux versions qui se présentent quand même à son entrée. Pour ce qui s'est passé par la suite, c'est qu'effectivement, nous, ce qu'on a demandé, quand on a vu ce qui se passait à l'hôpital, c'est que notre maman n'était absolument pas soignée. Par contre, il nous prenait du sang tous les jours. Elle avait des prises, une dizaine de prises de sang par jour. Et donc, elle était extrêmement affaiblie. Et c'est à ce moment-là où on a commencé à se réveiller, à se rendre compte qu'elle allait mourir. Ils ont fait des analyses de sang? Des analyses de sang. Il y en a eu d'ailleurs parce qu'on a retrouvé donc une facture de 50 000 francs de prise de sang que la sécurité sociale n'a pas voulu rembourser. Et parce qu'elle demandait donc une explication sur cette quantité de prise de sang. Est-ce que l'explication a été donnée de la part de l'hôpital? Non, elle n'a jamais été donnée. Et en plus, ce qui nous a surpris, c'est que l'hôpital n'a jamais réclamé cet argent. Donc finalement, quelque part, il comprenait que c'était justifié de demander pourquoi autant d'analyses de sang? Certainement. En tout cas, c'est qu'ils n'avaient tout simplement pas les justificatifs à donner à la sécurité sociale pour se faire rembourser. Parce que c'était... Okay. La question était légitime de la part de la sécurité sociale. Ah, tout à fait. Vu le montant, elle était légitime.
Donc notre maman, quand on a vu donc sa situation, on a fait la démarche de la sortir de l'hôpital pour la transférer à l'hôpital Saint-Louis. Donc déjà, elle était à quel hôpital quand elle est rentrée? À l'hôpital de Gonesse. De Gonesse. Et donc la démarche a été faite. C'est ma tante et ma sœur qui ont fait la démarche pour la transférer à l'hôpital Saint-Louis, parce qu'il parlait donc d'un problème hématologique, donc une anémie réfractaire. Et Saint-Louis, donc un des professeurs qui s'appelait Rafou, était donc en mesure donc, de la recevoir et avait donc accepté de la recevoir au sein de l'hôpital. Quand on a informé, donc on s'est réunis avec toute la famille, nous sommes allés donc à l'hôpital de Gonesse pour informer donc, le docteur Deliou, qui donc était responsable de ce service, comme quoi nous souhaitons que notre maman soit transférée à cet hôpital pour recevoir des soins, chose qu'elle n'avait jamais reçue dans leur hôpital. D'autant plus, en s'étant informé de cette maladie, on avait pu apprendre que c'est une maladie qui affaiblissait les défenses de la personne. Donc la maman avait de faibles défenses et qu'il fallait quand même la mettre dans un milieu où elle ne peut pas contracter de microbes de maladie parce que le moins de microbes était pour elle. J'ai cru comprendre qu'elle avait été, au moment où elle était transférée, elle était simplement en chemise de nuit, en courant d'air. Ça, c'est ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils avaient fait justement peu de temps avant. C'est ce qui nous avait donc motivé à aller voir le professeur Rafou, parce qu'on s'est rendu compte qu'il faisait le contraire. Ça, c'était à Gonesse. C'était à Gonesse. Ah, d'accord. Donc c'était avant. C'était à Gonesse. C'était à Gonesse, mais c'était peu de jours avant notre décision. Ce qu'ils avaient fait, effectivement, ils l'ont déplacé à Saint-Louis, à Saint-Denis, pour un Doppler, alors qu'ils étaient équipés dans l'hôpital d'un Doppler, d'un appareil justement qui permettait de faire le Doppler. Et ce qu'ils ont fait, ce qui est vraiment étonnant, c'est qu'ils l'ont laissé pendant plusieurs heures avec une chemise de nuit, exposée en plein courant d'air, sachant qu'elle n'avait aucune défense immunitaire. Quand elle est retournée, naturellement, le soir, elle avait une fièvre importante, et malheureusement, c'est vrai qu'on est intervenu certainement tard, mais on a toujours eu confiance aux médecins, on a été éduqués dans ce sens-là, et bon, il y a eu un refus malheureusement catégorique de la part des médecins. Ils ne voulaient pas qu'on la transfère à Saint-Louis, et naturellement, la suite est fatale puisqu'elle est décédée à l'hôpital de Gonesse. La façon dont on l'a retrouvée, ce qui nous a étonné, c'est de la retrouver dans une chambre, alors qu'elle avait du sang sur les mains. À quel moment vous avez constaté, est-ce que vous déjà, la famille, vous avez pu constater le décès de la maman? Est-ce que vous étiez présent ou est-ce qu'on vous a averti Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'ils ne nous ont pas dit directement qu'elle était morte, puisqu'ils ne pouvaient pas le faire. Parce que ça s'est passé donc le samedi, quand nous sommes allés la voir, car le vendredi, quand elle descend en réanimation, ils disent qu'elle descend pour une meilleure surveillance, sachant qu'on leur avait posé quelque part un ultimatum, puisqu'on leur a demandé gentiment, puisque vous ne voulez pas qu'elle aille à Saint-Louis, c'est que vous avez les compétences de la soigner, et nous, ce qu'on vous demande, c'est une obligation de résultat à ce moment-là. Et donc ils nous ont garanti qu'ils allaient la mettre sur pied, et quand ils nous ont proposé donc de la descendre en réanimation, ils ont justifié un manque de personnel à l'étage, et là on était un petit peu rassurés, on s'est dit ils ont pris notre démarche en considération. Et le samedi, quand on va pour rendre visite à notre maman, elle n'est ni dans sa chambre, et dans sa chambre, mieux, c'est qu'elle est remplacée, il y a quelqu'un d'autre qui se trouve dans sa chambre, et c'était une surprise et un choc pour nous. Le lendemain, ça? Ah, le lendemain. Et quand on descend donc en réanimation... Sans vous avertir, vous n'étiez pas averti? Non, ça a été un choc, puisqu'on frappe gentiment, parce qu'il y avait on sait qu'elle était sur la chambre, et à ce moment-là, on rentre, et surprise, c'est une autre personne qui se trouve dans la chambre. Quand nous sommes donc redescendus en réanimation, l'infirmière consulte un registre, et elle nous dit que notre maman ne figure pas dans son service. Et là, on est surpris, on dit on ne comprend pas. Donc là, on fait un scandale, et il y a un infirmier qui arrive, du nom de Sewan, et qui dit si elle est là. Effectivement, notre maman était là, et là, surprise, encore une fois, on la trouve avec des appareils, branchés de partout. En réanimation? En réanimation, avec un ventre qui gonfle, qui dégonfle. J'ai jamais vu quelqu'un respirer comme ça. On est surpris, on voit les appareils, donc un moniteur, et on voit il y a 2 traits droits, et un seul qui fonctionne. Donc on fait le lien entre le respirateur et la fonction respiratoire, et on se dit, les 2 autres étant droits, on lui pose la question, on lui dit, mais le cœur ne fonctionne pas. Il dit, j'ai oublié de brancher l'appareil pour le cœur. Qui dit ça?
Le docteur. Le docteur. Oui, le docteur Do. J'ai oublié de brancher. Le docteur Do. Do. J'ai oublié de brancher l'appareil pour le cœur. Là, il va pour chercher l'appareil. Il revient et il dit, je ne sais pas brancher l'appareil. Je ne sais pas brancher l'appareil. Je ne sais pas brancher l'appareil. Il va chercher un de ses collègues. Le collègue arrive. Ils font un cinéma. Et la même conclusion, lui-même non plus ne sait pas brancher l'appareil. On est le 10, le samedi 10. Le décès de notre maman a été annoncé le 13, mais entre-temps, l'appareil n'a jamais été branché. Toujours dans l'hôpital de Gonesse. En réanimation. En réanimation. Et en réanimation. En réanimation. L'appareil du cœur n'a pas été branché et ils ne savent pas brancher l'appareil. Mais la vérité, c'est qu'ils ne voulaient pas nous dire qu'elle était morte. Et aujourd'hui, ce que nous pensons, c'est que l'appareil servait tout simplement à conserver les organes. Et c'est une façon de maintenir les organes avant un prélèvement. Et nous le pensons de façon formelle. Quand nous avons vu la situation, nous avons donc couru, nous avons été saisir un avocat. Et là, nous avons demandé de façon rapide et urgente une autopsie afin de comprendre ce qui s'était passé et de savoir de quoi elle était morte, parce que pour nous, elle était morte ce jour-là. D'ailleurs, sur toutes les auditions que nous avons faites, mes frères et sœurs, nous avons toujours dit ce jour précisément, le 10, quand nous l'avons vu, que notre maman était morte. Alors pour qu'on comprenne, quand vous avez vu et compris qu'il y avait un souci avec cet appareil, ça s'est conclu comment? Est-ce que finalement le médecin a décidé de ne pas brancher l'appareil ou de à un moment donné, il faut bien que... Oui, mais c'est pas une question qu'il décidait de ne pas brancher l'appareil, c'est que le brancher, il ne pouvait pas brancher l'appareil, parce que pour lui, brancher l'appareil et revoir les traits droits, c'est une façon de nous dire qu'elle est morte. Et il ne voulait pas nous annoncer son décès ce jour-là. Donc, qu'est-ce qu'il en a conclu? L'appareil, finalement, non, il a même pas dit. Il a dit qu'il ne s'est pas branché l'appareil. Il s'est arrêté là. Donc ça s'arrêtait là. D'accord. Ça s'arrêtait là. Sauf que nous, on voyait bien qu'il y avait un gros souci, qu'il y avait un problème, et que la seule façon pour nous d'avoir donc la vérité, c'était de saisir un avocat, parce qu'il y avait une urgence qui s'imposait, et puis de savoir, de connaître la vérité, de savoir de quoi elle était morte, parce que de toute évidence, elle était morte. Quand nous sommes allés auprès de cet avocat, nous avons donc donné le peu d'éléments que nous avons les mains, et nous avons demandé donc une autopsie. L'autopsie a été pratiquée donc le 20, sachant que au moment le décès nous a été annoncé le 13. Donc ça veut dire que pour vous, la maman est décédée, pas pour l'hôpital. Pas pour l'hôpital. Pour elle, pour l'hôpital, elle est encore... Elle est encore en vie. D'ailleurs, pour vraiment pour apaiser la situation, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a alors, ce docteur m'avait jamais appelé, c'est le docteur. Mais pardon, Thierry, c'est quand même facile de montrer qu'une personne est décédée. Oui, mais bien sûr c'est facile, mais apparemment... Surtout en présence du médecin, de constater, et voilà, je veux dire, elle est là, on constate ensemble qu'elle est... comment se fait-il que la famille, toi en l'occurrence et la famille, compreniez qu'elle est décédée, mais pas à l'hôpital? C'est une question qu'on pose, c'est une réponse que nous n'avons pas jusqu'à aujourd'hui, mais ils n'ont jamais voulu dire qu'elle était morte ce jour-là. Et comment vous pouvez prouver qu'à ce moment-là, elle était morte, elle était belle? Alors, dans nos mains aujourd'hui, parce que c'est des choses que nous avons vues par la suite, alors déjà il y a des choses qui sont quand même troublantes, c'est que c'est que nous avons trouvé un courrier daté du 9, du 9/02/2001. C'est un courrier du 9 février. C'est un courrier donc qui part du service de médecine interne, qui va directement auprès de notre médecin traitant et qui lui annonce le décès. Daté du 9. Donc le 9, ils disent qu'elle est morte. N'oublions pas que nous, le 10, nous étions à l'hôpital et qu'on la voit morte. Donc c'est entre la nuit du 9 au 10 que tout s'est passé. Parce qu'effectivement, le 9, c'est un vendredi, quand on l'a laissée, elle était en vie. Et ce courrier certifie que notre maman est morte le 9 février. Et ce qui se passe également de troublant, c'est que mon frère, dans ce courrier écrit par qui? La médecine interne. De Gonesse. De Gonesse. Donc il certifie que notre maman est décédée. J'ai vu un courrier, moi, où il est marqué qu'elle est décédée le 13 février. Ça, c'est ce qui a été annoncé à la famille. C'est ce qu'on voit dans le compte rendu d'hospitalisation. Donc, c'est ce qui a été annoncé à la famille, c'est-à-dire, il y a un courrier qui stipule que la personne est décédée le 9, et la famille reçoit un courrier en stipulant que la personne est morte le 13. Tout à fait.
un problème. Il y a un problème. Qui a dit qu'elle était décédée le 9 et qui dit qu'elle est décédée le 13? Est-ce que c'est les mêmes médecins? C'est les mêmes personnes. C'est C'est les mêmes personnes qui disent ça, sauf que le 9, on n'est pas censé le savoir, puisque c'est un courrier qui reste entre eux. C'est un courrier qui part du service de médecine interne, qui va au médecin traitant. Donc c'est un courrier qui reste dans un circuit fermé. D'accord. Alors comment est-ce que tu en as eu connaissance, toi? Ben, on a eu connaissance de ce courrier dans tous les éléments qui sont, qui sont sous-scellés dans les mains de la justice, et c'était dans le rapport d'autopsie que nous avons vu donc ce courrier. Parce que dans ce rapport d'autopsie, il y a toutes les auditions, il y a tous les réquisitions de personne à personne, et notamment ce document, parce qu'il y avait 4 documents qui appartenaient à l'hôpital, dont celui-là, dont ce courrier qui figurait, donc, qui est daté du 9. Donc ça veut dire que vous êtes en possession de courriers qui sont complètement contradictoires. Tout à fait. Est-ce que vous avez essayé de voir directement ça avec les personnes, justement, les personnes concernées qui ont écrit ce courrier? Ben, on a un avocat, on a même un deuxième avocat, parce que le premier avocat nous a laissé tomber, mais j'expliquerai par la suite comment et pourquoi. Et aujourd'hui, donc, effectivement, les questions sont posées, et il y a quand même d'autres éléments qui viennent renforcer justement le décès du 9 et qui mettent un doute dans leur fonctionnement. C'est que le 13 en question, il y a donc un médecin qui avait reçu donc des menaces de mon frère, parce que quand effectivement le refus de la part du docteur Deliou... Quel médecin a eu des menaces de la part de ton frère? Sewan, il me semble que c'est le docteur Sewan qui a eu ces menaces. Et qu'est-ce qu'il fait, ce médecin interne de Gonesse. De Gonesse. D'accord. Et que fait ce médecin? Ce médecin, le 13, à 15h, il se retrouve au commissariat pour déposer une main courante concernant les menaces que mon frère lui a faites, et disant qu'il a sous sa responsabilité notre maman, qu'elle est dans son service et qu'elle se trouve dans une situation délicate au niveau santé, mais qu'elle est en vie. Et que malheureusement, s'il arrivait quelque chose à notre maman, mon frère, le porteur responsable, l'avait menacé de retourner à la maison, prendre une carabine et lui tirer dessus. Donc c'est ce qu'il dépose sur sa main courante. Seulement, il est quand même... Est-ce que ces menaces ont été proférées par ton frère? Tout à fait. D'accord. Tout à fait. Elles ont été proférées, mais elles sont légitimes. C'est quand même... Il y a une colère qui était présente. Mon frère est quand même une personne relativement nerveuse, qu'il a fallu qu'on calme. Et nous savons très bien que... Pourquoi est-ce qu'il en est arrivé à faire des menaces Parce qu'il avait espoir dans le transfert de l'hôpital à Saint-Louis, et le fait qu'ils aient refusé ce transfert, ça l'a mis en colère, et donc il leur a demandé donc une obligation de résultat. Mais pour être sûr qu'il y aurait eu un résultat... Donc il a commencé à comprendre qu'il y avait des choses qui n'étaient pas très claires. Qui n'étaient pas très claires. Ça l'a rendu... Ça l'a rendu nerveux. Ça l'a rendu nerveux. Donc alors plainte au commissariat de la part du médecin. Oui, disant... Une main courante. Une main courante. Il est allé déposer une main courante. Et il est 15h quand il est à l'hôpital. Et le décès nous a été annoncé à 15h15. Et quel jour sommes-nous quand il porte plainte au commissariat? Enfin, il fait une main courante. Nous sommes le 13/02/2001, le jour du décès, et il est 15h quand il est donc au commissariat. Et à 15h15, ils nous annoncent le décès. Et donc là, effectivement, c'était pas une surprise pour notre part, mais ce qu'on n'arrive pas à comprendre... Donc un quart d'heure avant le décès de votre maman, lui, fait une main courante en disant « je suis menacé, voilà. Si Madame Eliane Kabyl meurt, moi je... » Il risque de prendre une balle par mon frère. Voilà. Donc, quelle intuition. Oui, ils ont une intuition. Et ce qui s'est passé, donc par la suite... Donc le commissariat, c'est à quel commissariat? De Gonesse. D'accord. Qui se trouve... Géographiquement, il se trouve à 5 minutes de l'hôpital. Et ce qui s'est passé, donc, quand on a donc saisi cet avocat, que nous avons donc demandé l'autopsie, on a reçu le résultat de l'autopsie 6 mois après. Je ne sais pas si c'est normal. Et entre-temps, il y a eu 3 procureurs qui sont passés sur ce dossier. Il était prévu que nous ayons dans les mains... 3 procureurs qui s'occupent de l'affaire ou 3 procureurs qui sont successifs, mais qui se sont occupés de l'affaire, donc qui ont changé. D'accord. Il y a eu 3 en l'espace de 6 mois. En l'espace de 6 mois. Je ne sais pas si c'est normal, mais c'est ce qui s'est passé. Je ne sais pas si c'est normal non plus, mais pour s'occuper d'un dossier, si tous les 2 mois il y a un
procureur qui s'occupe du dossier, ça devient compliqué pour être... C'est surtout qu'à un moment donné, il perd connaissance du dossier. C'est ça. Parce que le fait de changer de main, il y en a un, effectivement, il est au courant. Le deuxième, il faut que le premier lui transmette tout ce qu'il sait. Et puis du coup, le dossier, il descend sous de la pile. Et puis plus personne ne connaît le dossier. Quand on a pris donc connaissance de l'autopsie, il souhaitait que nous ayons dans les mains la conclusion de l'autopsie. Et donc dans cette conclusion, naturellement, il n'y a pas toute l'identité du cadavre. Et nous, ce qu'on souhaitait, c'était avoir le rapport d'autopsie, chose que nous avons eue. Et on a eu une très bonne intuition à ce moment. Car en ayant eu le rapport d'autopsie, ce qu'on découvre, c'est que l'identité du cadavre présentée à l'autopsie n'était pas la bonne. Et nous pensons donc que l'autopsie a été falsifiée en mettant le cadavre de quelqu'un d'autre. Cette personne n'avait pas le même poids, n'avait pas la même taille. Combien pesait notre maman? Combien pesait? Alors notre maman à l'hôpital, donc sur les documents de l'hôpital, elle pesait 70 kg 500 avec une notion d'amaigrissement importante. Et au moment de son décès, combien est-ce qu'elle mesurait? Elle mesurait 1m60. 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 Et la personne donc retrouvée mesurait 1m65, pesait 82 kg, mais un point important, c'est au moment de l'autopsie. 12 kg de plus, quoi. 12 kg de plus, mais au moment de l'autopsie. Et le poids de notre maman à 70 kg 500, c'était 200 vivants. Et on sait très bien, avec cette notion d'amaigrissement, plus au moment où on décède, on se vide de l'intérieur. Donc du coup, le poids est nettement plus faible. Et cette personne qui pesait 82 kg, qui était donc vidée, avec un... Donc c'était forcément quelqu'un qui pesait beaucoup plus que 82 kg. Tout à fait, voilà. Donc ça ne correspond pas au poids. Tout à fait. Et en plus, donc, il y avait, notamment avec 2 boucles d'oreilles, cette personne avait une seule oreille percée au niveau de l'oreille. Donc il a fallu qu'on présente des photos montrant que notre maman avait les 2 oreilles percées. On a présenté donc sa pièce d'identité avec le poids. On a présenté donc le dossier médical présentant son poids. Et devant ces éléments, le juge n'a pas eu le choix. Il fallait exhumer. Et c'est là où tout commence, c'est vrai où l'histoire... Quand tu dis qu'il n'a pas eu le choix, il fallait exhumer. Il fallait exhumer parce que ce que nous avons souhaité donc, à travers l'autopsie, c'était avoir la vérité. Mais là, l'identité du cadavre n'étant pas celui de notre maman, on ne pouvait pas avoir la vérité, puisque ce n'est pas la même personne qui a été autopsiée. Et on comprend mieux pourquoi. La conclusion de l'autopsie à ce moment précis dit que notre maman est morte d'une leucémie fulgurante, maladie que nous n'avons jamais entendue au sein de l'hôpital. Pour qu'on comprenne, vous êtes face au cadavre, vous dites c'est pas notre maman. On n'est pas face au cadavre, on est face au document. Au document, parce que vous n'étiez pas présent lors de l'autopsie. La première autopsie, non. D'accord. Il y a eu une seconde autopsie. Il y a eu une seconde. Donc la première, vous n'étiez pas présent. On n'était pas présent. Nous n'avons même pas été à l'hôpital voir le corps partir. Donc les seules personnes présentes ce jour-là, c'était la police, c'était l'hôpital, et on ne sait pas ce qui s'est passé, mais toujours est-il que dans les documents, encore une fois, dans les documents que la justice détient, nous avons pu mettre en avant et ressortir 2 documents importants qui sèment un trouble, en tout cas pour nous, la famille, parce qu'apparemment ça ne semble pas gêner la justice, c'est qu'il y a 2 documents qui montrent ce qu'on appelle réquisition de personne à personne, 2 cadavres qui sont partis le même jour, le 19, en vue donc de cette autopsie programmée le 20. Février toujours. Février, donc 2001, donc 7 jours après son décès annoncé par l'hôpital. Le premier part de Villetaneuse, voilà, surprise, parce que notre maman n'a jamais été à Villetaneuse. Et cette personne porte le même nom, Madame Kabyle, la même date de décès, tout est pareil. Et le cadavre donc, de Gonesse qui part également à Garches pour une autopsie. Seulement dans les documents, un seul cadavre retourne à Gonesse, l'autre on ne sait pas où il va. Comment vous avez connaissance de ces deux Eh bien, c'est dans le rapport d'autopsie, il y avait donc différents documents qui étaient dedans, les auditions, et notamment parmi les réquisitions se trouvaient ces 2 réquisitions qui étaient là. Que la justice a pris connaissance suite aux différents courriers que nous avons faits, mettant en avant justement ce problème de compréhension, en tout cas pour notre part. Dans les faits suivants, ce qui s'est passé, c'est que quand l'autopsie a eu quand l'exhumation a eu lieu, puisque le juge n'ayant pas eu le choix, parce que nous souhaitons quand même avoir la vérité, surprise à nouveau, on découvre qu'il y a eu 2 exhumations, une 5 jours avant, le 25, à travers encore une fois un document,
réalisé par le capitaine de police Farr, et qui dit que le 25, le corps a fait un aller-retour du cimetière de Sarcelles à l'Institut médico-légal de Garches. Et là, personne n'est au courant. Pourtant, il y a des lois, il y a un article, qui est le 2213-40 du Code de la police funéraire, qui stipule que la famille doit être présente lors de l'exhumation. Mais là, ils ont fait comme des grands, sans la famille et sans la police. Le jour programmé où nous sommes au courant de l'exhumation, c'est le 30 juillet 2003, donc pratiquement 2 ans et demi après son enterrement, après tous les incidents. Et à ce moment-là, donc on a quand même, et ce qui nous a motivés pour justement faire cette autopsie, et ce qui a permis également aux juges d'accepter, c'est d'abord l'identité du cadavre, mais c'est aussi le fait que sur les documents que nous avons en possession, notre maman n'a jamais reçu elle a eu un soin funéraire, et ce soin funéraire ne pouvait se faire que sur une personne qui n'a jamais été autopsiée. Et au niveau de la facture que nous avons du PFG, il est marqué un soin funéraire au tarif normal, et là, pour vraiment enlever le doute, on contacte les pompes funèbres et on leur demande si une personne est totalement autopsiée, comment ça se passe? Est-ce qu'ils peuvent intervenir? Et ils nous disent non. Alors de là, on lui dit, mais quel est le tarif pour une personne qui n'a jamais été autopsiée? Et ça correspond au tarif que nous avons sur notre facture. Et pour renforcer tout ça, nous avons joint, on est retourné vers les personnes qui étaient présentes avant l'inhumation, et se trouvait dans cette pièce une amie proche de ma maman, qui est arrivée la première dans la pièce, qui avait soulevé le drap, et qui découvre effectivement notre maman nue, mais sans aucune cicatrice. Et aucune cicatrice, entre parenthèses, de l'autopsie. Elle avait une ouverture qui se trouvait comme de l'épaule vers la poitrine, que nous avons mentionné, qui se trouve également à l'hôpital quand on l'avait vue dans la chambre de réanimation,